Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de React, le sens des marques qui ont du sens. Régulièrement, nous partons à la rencontre d'initiatives et de marques engagées et responsables. Vous entendrez les entrepreneurs vous parler des coulisses, de leurs engagements et surtout du sens qui les anime chaque jour pour faire changer le monde. À travers ces moments d'échange, on a cherché à mieux comprendre l'histoire derrière chaque initiative. Pourquoi aujourd'hui elles font ce qu'elles font, qu'est-ce que ça veut dire être responsable et surtout comment elles s'engagent vers un monde plus raisonné. Pour ce premier épisode, on est ravis d'avoir cette belle initiative française qui révolutionne le monde des couches. En plus de ça, elle est écologique, saine et distribuée en circuit court. Alors on vous emmène à la rencontre des petits culottés, la couche accessible et sans compromis fabriquée en France. Bonjour à tous, on ne le savait sûrement pas, mais 95% des couches que portent nos bébés ne sont pas fabriquées en France. Aujourd'hui on rencontre avec React Mathieu et Johan. Ils font partie des 5% qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Bonjour Mathieu, bonjour Johan. Bonjour Grégoire. Bienvenue sur le podcast de React. La première question, avant de comprendre ce que c'est la French couche, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites ? Allez, c'est parti. Bonjour Grégoire. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons ? Tout simplement, on savait qu'il était possible de faire du Made in France, on savait qu'il était possible de faire une couche sans perturbateur endocrinien, on savait qu'il était possible de produire une couche classée A en absorption. Mais le grand pari que nous avons réussi justement avec Johan, c'est de la rendre accessible et que ce ne soit pas, à une certaine partie de la population. Donc, nous faisons ce que nous faisons parce que on a réussi ce challenge de rendre accessible la couche écologique. On essaie de faire ça avec bon sens et surtout en cohérence avec nos valeurs, avec Mathieu. C'est vraiment pour ça qu'on a créé l'aventure des petits culottés. On était en quête de sens, je pense, dans nos précédentes expériences, même si on a appris énormément de choses et ça nous est venu tout naturellement. Donc on n'a pas réinventé la poudre, on a juste pris des éléments qui nous paraissaient logiques. Un produit sain, fabriqué en France à un prix accessible. Et en fait, l'aventure Les Petits Culottés est venue naturellement. Et après, le petit côté twisty, ça c'est notre touche personnelle avec Mathieu parce qu'on aime bien travailler sérieusement, mais sans se prendre trop au sérieux. Alors vous parlez beaucoup de quête de sens et en même temps de bon sens, alors que vous êtes probablement l'une des marques les plus engagées et les plus responsables sur un marché qui était vieillissant, un peu poussiéreux. Vous apportez un coup de fraîcheur qui fait du bien finalement. Et on sent bien qu'il y a ce côté se prendre au sérieux, sans se prendre au sérieux, en tout cas faire les choses sérieusement. Alors la responsabilité, c'est un thème qui nous tient beaucoup à cœur, avec Justine sur le podcast de React. Et pour vous, au-delà du bon sens, ça veut dire quoi être une marque responsable ? Moi, je vais commencer si tu veux, je te laisserai compléter Johan, parce qu'on a nos définitions personnelles. Le côté responsable, il y a vraiment plusieurs actes. Déjà, nous de notre côté, on a souhaité aller sur la qualité produit. Ça veut dire que bio c'est bien, mais sain c'est vraiment encore mieux. Et si on peut finalement associer les deux, c'est vraiment l'élément numéro un. Donc c'est ce qu'on a réussi avec l'aventure Les Petits Culottés. Responsabilité finalement sur les épaules, c'est de dire on va engager des gens, des équipements internes, des parents vers une voie, vers une aventure qu'on pense vraie. Et il y a une responsabilité à tous les niveaux sur le produit qu'on propose, sur comment on le fait, comment on le vit aussi en interne. Il y a un point qui est nous qu'on aime beaucoup, c'est aussi la manière dont en coulisses on fabrique nos produits. Je prends un exemple, on travaille beaucoup avec un ESAT qui est un centre pour travailleurs handicapés. Et c'est un élément où en fait, alors vous vous dites sur le papier, c'est génial, c'est effectivement faire travailler des gens qui socialement sont un peu à la marge, et c'est une super chose. Quand vous le vivez, quand vous allez en fait sur place, vous le prenez vraiment en pleine face. Vous dites quand vous y allez, vous croisez des dizaines de personnes qui ont le sourire, qui sont heureux de faire partie de l'aventure, qui sont heureux d'avoir du travail tout simplement et d'être respectés, de s'épanouir en fait dans leur quotidien et qu'on puisse leur confier des missions. Et en fait, c'est tout le sens de la responsabilité qu'on a, c'est de dire aujourd'hui, on a la responsabilité de faire les choses de la bonne manière, telle en tout cas qu'on le perçoit, nous, avec nos valeurs.
C'est pour ça que c'est un peu différent, parce qu'auparavant on était salarié avec Mathieu, donc quelque part on essayait de faire les choses, de remplir notre job, nos missions qu'on nous confiait, et puis finalement on se disait, moi j'ai mes valeurs, mais voilà, je ferais différemment si j'étais le patron de l'entreprise, etc. Là on peut plus se cacher derrière ça, c'est vraiment nous qui assumons pleinement la manière dont finalement on pilote l'aventure Les Petits Culottés, et on essaie de le faire le mieux possible. Et on intègre aussi finalement l'entourage, l'équipe, mais aussi les parents, la communauté sur est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction, est-ce que vous avez d'autres idées pour toujours faire mieux, pour qu'en fait l'impact qu'on peut avoir à tous les niveaux, économique, justement en fabriquant en local, environnemental, en étant sur du circuit court et sur un produit écologique et à prix accessible, est-ce que c'est toujours la bonne voie, est-ce que vous avez encore d'autres idées pour nous améliorer? C'est ce qui fait aussi la force des petites boîtes, des startups, c'est qu'on est totalement ouvert et agile. S'il y a des manières d'encore faire mieux, on recalibre tout ça sans aucun problème. Tiens, d'ailleurs, je pourrais compléter, parce que c'est vrai que c'est l'occasion de donner des anecdotes. Donc nous, nos couches, elles sont fabriquées dans les Vosges, donc une région plutôt sinistrée industriellement. Et justement, quand on a fait travailler les AT, qu'on est allé les rencontrer, donc ils avaient finalement presque un ou deux clients. Et chaque année, ils travaillaient pour un gros groupe pharmaceutique qui rognait les prix chaque année, etc. On se dit, mais c'était quand même dingue que des groupes français, du coup, même, on est quasiment sur le seuil de l'exploitation. Et quand on s'est dit, donc on est reparti de ce rendez-vous-là avec Joanne, on avait presque la gorge serrée de se dire, mais comment, enfin, ces gens-là, c'est pas possible, ils sont jamais allés voir les AT pour comprendre. Et aujourd'hui, là, on peut être fier de dire que maintenant, on prend quasiment 50% du temps de production au niveau de l'ESAT. Et ça se fait sain. Quand on y était même allé pour Noël, du coup, pour prendre un gros goûter avec eux, mais on sent qu'on apporte autre chose que finalement que de l'activité. Donc, on se prend pas la tête. C'est un peu ça aussi l'aventure des petits culottés. Bon, on produit sain, les parents nous le rendent, mais également, toute l'aventure finalement humaine qu'il va y avoir à côté. En tout cas, nous, ça nous parle. Tant mieux après si c'est retransmis après, d'ailleurs à la travers de podcast ou autre. C'est pour conclure effectivement ce que dit Mathieu, c'est aujourd'hui, on le voit de plus en plus, les gens ne cherchent plus à consommer frénétiquement, c'est un peu derrière nous, je pense, tout ça. Et ils ont conscience que leur carte bancaire, leur achat, c'est un bulletin de vote. C'est-à-dire que c'est très important maintenant de demander de la transparence sur comment finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière mon produit, où est-ce que c'est fabriqué, à quoi va servir finalement l'argent que je vais dépenser dans ce produit, où est-ce que ça va aller, qu'est-ce que ça va développer, est-ce que ça va développer des choses d'ailleurs. Donc c'est très important de donner cette transparence et puis de faire développer effectivement les bonnes marques, les bonnes initiatives derrière. Et plus il y en aura, mieux ce sera. Alors, on sent bien derrière votre engagement qu'il y a un sens des responsabilités qui est très fort. Et qu'en même temps, c'est extrêmement authentique ce que vous partagez avec moi. Et nous, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'initiatives qui vous ressemblent, qui partagent ce type de valeurs, sont relativement méconnues. Et elles existent. En fait, on en a trouvé plein. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi des initiatives qui vous ressemblent sur d'autres marchés ou d'autres secteurs sont aussi méconnues que ça? Qu'est-ce qui manque à une marque engagée pour émerger et percer très fort? Parce que vous êtes quand même souvent cité comme une success story de marque engagée. C'est très flatteur, Grégoire. Dans le milieu des parents, on commence à être connu, donc ça c'est chouette. En effet. Moi, l'élément qui me vient en tête spontanément, c'est tout simplement une équation aussi qu'il ne faut pas oublier. On est sur un marché, hein, on vend un produit, donc on est sur un marché. C'est une équation économique qui doit être équilibrée sur l'ensemble des éléments. Sur les petits culottés, finalement, quand on s'est dit, OK, on fait un produit naturel, en local, donc en Made in France, le gros challenge, le principal obstacle au départ auquel on s'est confronté avec Mathieu, c'est qu'on était 30-40% plus cher que les concurrents actuels. Et c'est souvent là, en fait, où les projets naissent
se développent un petit peu et puis finissent par péricliter parce qu'en fait l'équilibre économique il est très difficile. Ça veut dire qu'en fait on met sur le marché un produit que peut-être 5% du marché peut s'offrir. Donc c'est dommage parce qu'effectivement on peut pas faire développer des initiatives comme ceci si on s'adresse qu'à 5%. C'est élitiste et c'est plus vraiment dans nous la naissance enfin l'ADN du projet, c'est aussi d'être accessible à tous pour pouvoir justement développer ce genre d'initiative et que ça prenne de l'ampleur et qu'on puisse avoir un impact positif derrière. Donc c'est un cercle vertueux. Et en fait là c'est justement avec toute l'expertise également de Mathieu. Donc on a changé finalement le modèle de distribution. Le fait de ne pas avoir d'intermédiaire, d'être sur des circuits courts, on a trouvé finalement notre équation. Ça a été de dire, enfin, on arrive à allier les éléments de produits, de qualité produit et de fabrication locale avec un prix cohérent. Et ensuite, c'est effectivement, on a su se faire accompagner et jouer avec les réseaux sociaux, etc., pour se faire connaître, communiquer. Mais du coup, l'équation l'offre-produit était cohérente. C'est-à-dire que le prix produit était équilibré. Et après, c'est jouer finalement avec ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a plein de médias qui se font l'écho de ce genre d'initiative, dès que ça fait du sens, comme React. Et voilà, c'est comme ça que ça fait boule de neige. Les parents nous ont énormément aidés, parce que le bouche à oreille entre parents est très très développé. Donc voilà, par rapport à ces éléments, Mathieu, tu as peut-être même d'autres... L'équation de base où justement on propose le bon produit, finalement un produit sain pour des bébés, c'est totalement cohérent. De le proposer justement au bon prix, ce que tu disais, ça aide dans tous les cas la mise en place du projet. Après, il y avait l'étape, et ça c'est vrai qu'au tout début de l'histoire des petits culottés, on s'en rendait pas compte. Mais après, il y a également les bonnes personnes qui mettent en place le projet. Et finalement, dans l'aventure des petits culottés, les petits culottés, c'est aussi nous deux. Et le fait qu'on se mette en avant et que des gens se retrouvent à travers l'état d'esprit qu'on est capable d'avoir au quotidien et avec nos équipes, ça se ressent également dans le produit. À un moment donné, il y a une étape supplémentaire qui va être l'état d'esprit, l'engagement, qui va se ressentir sur les sourires, les photos qu'on est capable de poster. Et ça, aujourd'hui, les grandes marques qui aujourd'hui chutent petit à petit, elles ne pourront jamais nous le prendre parce que le ressenti, l'engagement quand il va être retraduit par les photos, ça, on ne peut pas le tricher aujourd'hui. Et ça ne s'achète pas et il n'y a pas de notion d'argent qui va être liée à ça. C'est vrai. Alors, on a évoqué la fabrication de vos couches dans les Vosges, aussi en Bretagne. On a évoqué un tout petit peu le sourcing, la distribution. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ou qu'est-ce qui est peut-être toujours encore assez compliqué pour ne pas perdre la philosophie et votre envie de départ? Ce qui a été le plus compliqué au départ, je vais répondre sur un élément que tu n'as pas cité, c'est qu'il fallait il y avait quand même un petit budget de départ, parce qu'on est sur du produit pour fabriquer, ça a été les banques. Ouais. Il fallait quand même, on voulait rester vraiment indépendant pour rester fidèle à notre ADN. Donc on ne souhaitait pas, en tout cas, perdre la maîtrise en s'adossant à un fonds d'investissement. Donc on a cherché coûte que coûte à se faire financer par une banque pour rester indépendant. Et effectivement, le prêt pour démarrer, l'emprunt bancaire, a été assez compliqué. Donc il a fallu trouver une banque qui a su nous faire confiance dès le démarrage, avant même le premier euro de chiffre d'affaires généré. Et on a vu beaucoup de banquiers, de banques qui nous ont dit mais votre projet est génial. Donc 2 heures comme ça à se dire voilà c'est super, ça va forcément marcher, c'est du bon sens. Et puis à la fin de rendez-vous, systématiquement c'était bon du coup combien est-ce que vous nous prêtez? On y va, on est prêt, tout est prêt. Attends, ce que tu dis pas Johan, c'était génial, écoutez nous on vous suit à fond. Revenez nous voir quand ça sera lancé. C'est la phrase à chaque fois. Donc genre, là, c'est maintenant qu'on a besoin de... Là, à chaque fois, on trébuchait un peu et ça a été très très compliqué pour convaincre le premier partenaire bancaire de nous accompagner. Voilà, parce que on était 2 jeunes entrepreneurs qui avaient une idée un peu folle. Mais je comprends la part de risque après du côté des banques, mais c'est vrai que au départ, c'est très, très, je crois que c'était le plus difficile. On perd aussi beaucoup de temps parce que quand vous faites ça, vous n'êtes pas focus sur votre business plan, sur développer votre réseau de distribution, solidifier votre sourcing, etc.
Donc parfois vous pouvez perdre un peu pied, vous pouvez perdre un peu confiance à ce stade-là. En tout cas, le seul conseil que je peux donner par rapport au podcast, c'est si vous avez la possibilité de ne jamais faire rentrer un fonds, c'est l'assurance pour vous de ne pas perdre l'engagement que vous aurez par rapport à votre marque, parce qu'au quotidien, ça se ressentira dans tous les cas. Le fait d'avoir zéro pression, c'est quand même même pour les équipes, c'est quand même génial. Et alors, avec un peu de recul, le banquier qui finalement vous a suivi, pourquoi il vous a suivi? Il y a eu un déclencheur, il y a eu un élément de langage qui allait bien, c'était quoi? Voilà, alors il y a deux astuces là-dessus. C'est déjà, essayez pas d'aller voir des nouvelles banques qui ne vous connaissent pas, parce que vous allez perdre encore plus de temps. Donc déjà, et après, enfin, faut se dire quelque chose, c'est que le système bancaire actuel, il n'aime pas les risques. Donc à un moment donné, là, c'est de la caution personnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la chance avec Johan de faire partie justement des startups qui ont réussi à décoller à un moment donné. Mais après, bah, les risques, on les a pris tous les deux personnellement en se mettant en caution personnelle. Donc voilà. Et puis, il y a aussi un feeling, je pense, personnel. C'est très important aussi mais ça c'est plus après dans la durée, de rester en contact avec votre banquier, pas uniquement pour demander des prêts, mais vraiment lui de tenir au courant de l'évolution de l'activité, quand ça va, mais aussi quand ça va pas, pour que voilà, vous développiez vraiment une relation de confiance. Et ça, c'est un point vraiment important qu'on a tendance à oublier. Et juste venir le banquier à certains moments quand on a besoin d'argent. Souvent, c'est des choses en fait qui se préparent. C'est une relation qui se nourrit, qui se développe pour que on ait un accompagnement dans la durée et que ce soit sain et transparent pour tout le monde. Donc le financement, grosse difficulté, en tout cas au départ. Ça a été simple de trouver des matières premières, le sourcing, parce que la cellulose en France, ça existait, mais ça n'existe plus. Ça a été ça a été un vrai challenge effectivement de dire ok, on veut faire une couche fabriquée en France. Déjà vous limitez énormément le sourcing parce qu'aujourd'hui, comme tu disais, 95% des couches sont plus fabriquées en France. On a la chance d'avoir encore justement deux ateliers qui font de la super qualité. Aujourd'hui, on a la très grande majorité des matériaux de la couche et même des emballages est fabriqué en France, l'ensemble des éléments, sauf la cellulose, effectivement. C'est un bon exemple par rapport à ce qui aurait pu se passer sur la couche. C'est-à-dire que la cellulose, on en produisait avant en France parce qu'il y avait une industrie du papier forte, notamment dans l'Est. L'industrie du papier a décliné, donc on ne produit plus de cellulose. Voilà, ça a suivi, hein, la filière en amont s'est écroulée. Et aujourd'hui, les seuls fabricants en Europe pour de la cellulose blanchie sans chlore notamment, et ce qu'on appelle TCF, alors désolé pour les termes, c'est tout ce qui est gestion forestière responsable, sont justement en Finlande, et c'est là-bas donc aujourd'hui on se source pour ce matériau-là. C'est un exemple où on n'a pas pu faire de sourcing en France parce que la filière n'existe plus, pour l'instant en tout cas. Parce qu'il y a des signaux rassurants sur le fait que ça puisse un jour revenir en France? Bah là, pour te donner un exemple, par exemple dans les Vosges, on produit 90% de nos couches. Le marché finalement de la couche française est en pleine explosion, notamment avec des systèmes comme nous, on arrive finalement à la rendre accessible. Et de ce fait-là, même l'usine au sein des Vosges qui, 30 ans en arrière, avait une dizaine de lignes de fabrication, sont redescendues à une ligne. Et là, premier signal positif, il y a une deuxième ligne de fabrication qui vient de sortir de terre et une troisième qui va arriver l'année prochaine. Donc on arrive dans un système de réindustrialisation et ça c'est des signaux très forts parce qu'à un moment donné ils auront besoin de sourcer les matières premières les plus proches possibles pour éviter les coûts additionnels de transport et du bois, donc de la cellulose, donc ça vient du bois, et bien il y en a dans les Vosges et il y en a largement assez dans les Vosges. Donc ça c'est un exemple hyper concret d'impact positif, d'externalité positive de votre activité. Maintenant si on en vient aux produits, la couche, les petits culottés, qu'est-ce qui en fait une couche différente de ce qu'on trouve sur le marché, en grande distribution par exemple? Alors la couche les petits culottés est déjà une couche écologique. Écologique, ça veut dire que l'on remplace les matériaux chimiques par des matériaux naturels, notamment la cellulose, on en a largement parlé. Ça permet quoi? Ça permet justement d'enlever la présence de perturbateurs endocriniens qui sont susceptibles de créer des réactions allergiques par exemple. Et également, nous, par rapport aux autres marques de couches écologiques,
eh bien on en met plus, et ça permet quoi? Donc c'est vraiment la couche blanche qu'on va avoir à l'intérieur, le matelas absorbant. Et de ce fait-là, vu qu'on en met plus, on a la classification A en termes d'absorption. Donc tout ça fait qu'on a une couche qui coûte 40% plus cher que les grandes marques nationales. Et la seule façon, nous, aujourd'hui, d'être accessible en termes de prix et de le vendre justement au prix des grandes marques, ça a été d'en avoir zéro intermédiaire, donc de ne pas travailler avec les grandes enseignes de grande distribution. Et ça nous coûtera toujours moins cher de faire partir un colis de couche directement des Vosges chez soi que d'avoir tout le schéma standard de grande distribution avec centrale d'achat, supermarché, plus tous les coûts de référencement. Et aujourd'hui, c'est un produit, en même temps c'est un service, parce qu'on s'abonne, c'est ça? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Donc c'est un système d'abonnement flexible et sans engagement, c'est-à-dire que vous activez, vous mettez en pause, vous arrêtez, vous changez la date, le lieu de livraison comme vous le souhaitez. On l'a pensé en fait comme des parents, c'est-à-dire comme un service qui soit facile, parce que le terme abonnement au départ fait peur, donc on l'a voulu le plus souple et le plus transparent possible. Donc c'est effectivement une livraison directement domicile, point relais, lieu de travail, etc. Voilà, chez les parents. Et ça plaît bien, puisqu'aujourd'hui on a la fierté d'annoncer qu'on vient d'avoir notre 10 millième parent aujourd'hui qui s'est abonné, donc 10 000 parents qui reçoivent tous les mois leur couche. Excellent. Et alors c'est quoi la prochaine étape pour les petits culottés? On s'intéresse au marché des protections féminines. Parce qu'en fait, au tout lancement, dès les premiers mois, il y avait justement la demande de dire c'est vraiment top, vous avez réussi à créer un produit sain pour nos enfants, mais quand on voit justement ce qui se passe au niveau des protections, où 100% de ce qui est vendu en grande surface est en matériaux synthétiques et ou chimiques, voilà, il y a vraiment une nécessité de regarder. Donc oui, nous, le prochain challenge, ça va être vraiment les protections féminines. Eh ben, bon vent dans cette aventure. On vous souhaite autant de succès que pour les couches pour bébé. Avant de se quitter, j'aimerais vous poser une question qu'on pose avec Justine systématiquement. Est-ce qu'il y a une marque ou une initiative qui vous a marqué et que vous aimeriez écouter dans le podcast de React? Alors, moi, personnellement, je pense à deux personnes qui sont un peu culottées, en tout cas dans le même état d'esprit que nous. C'est les filles de En Cavale, donc, qui créent justement des histoires d'aventure pour enfants et sont particulièrement géniales. C'est la fin de cet épisode avec Johan et Mathieu des Petits Culottés. On vous invite à aller faire un tour sur notre site internet www.reactnow.fr pour y découvrir des initiatives et des marques responsables et engagées. Et on vous dit à très bientôt pour découvrir une nouvelle initiative fraîche et pleine de sens.